D'innombrables produits sont vendus chaque jour à travers des publicités télévisées ou des infopublicités. La plupart de ces produits de téléachat font ce que la publicité annonce. Mais il y en a certains qui ne répondent pas aux attentes ou enfreignent une autre règle, ce qui entraîne d'importants procès ou d'autres problèmes juridiques. Numéro 10. Au début des années 2010, il était presque impossible de regarder du sport à la télévision sans voir au moins un athlète porter un étrange bracelet en plastique autour du poignet. Des sportifs professionnels, des golfeurs ou footballeurs portaient des bracelets Power Balance en pensant qu'ils amélioraient leur performance. Même des célébrités et des hommes politiques non sportifs portaient ces bracelets présentés comme améliorant les performances, sans preuve scientifique à l'appui. Power Balance est une marque de bracelet à hologramme qui est devenue populaire en 2010 et 2011. La marque d'origine a été créée par deux frères californiens, Josh et Troy Radarmel. Bien qu'il y ait eu de nombreux imitateurs qui ont été créés après que Power Balance soit devenu populaire. Les bracelets en silicone avaient un disque holographique. Selon les Radarmel, ils ont expérimenté différentes techniques pour traiter les hologrammes avec des fréquences. Le résultat final était un hologramme fonctionnant avec les énergies naturelles du corps pour améliorer les performances physiques de son porteur. Ils affirmaient améliorer la flexibilité, l'agilité et la force. Sur le site web de l'entreprise, des vidéos montrèrent des personnes effectuant une série d'exercices sans les bracelets Power Balance, puis répétant le test avec le bracelet. À chaque fois, la performance s'améliorait. Les démonstrations ont rapidement séduit de nombreux athlètes. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'on voit ces bracelets aux poignets de sportifs lors du Super Bowl, des finales NBA et des H. Des stars comme Shaquille O'Neal portant le bracelet, il s'est vite popularisé auprès de ceux qui pensaient qu'il offrait un avantage si des athlètes l'utilisaient. Certaines personnes du public ont perçu des avantages peu liés au sport. Certains l'ont trouvé bénéfique contre les douleurs arthritiques ou pour améliorer l'équilibre. Beaucoup restaient sceptiques face aux affirmations de Power Balance. L'entreprise n'a pas détaillé le fonctionnement de l'hologramme, car il s'agissait d'informations exclusives. En examinant de près l'hologramme, rien ne semblait pouvoir réellement affecter physiquement le corps. Des études ont été menées avec des sujets portant des bracelets Power Balance, placebo ou aucun bracelet. Les études n'ont révélé aucune différence entre le Power Balance et un bracelet en caoutchouc. Les sujets de test s'amélioraient souvent lorsqu'ils essayaient les tests une seconde fois, peu importe le bracelet qu'ils portaient, car ils savaient déjà en quoi consistait le test, étaient mieux préparés. Il était évident que le Power Band n'était qu'un placebo. Les chercheurs tenaient à préciser que le Power Band pouvait malgré tout améliorer les performances, et que l'effet était purement psychologique, sans lien avec les hologrammes. En 2011, il y a eu une vague de poursuites contre Power Balance pour publicité mensongère. La plus importante de ces poursuites est venue des autorités australiennes qui ont obligé l'entreprise à abandonner les affirmations fausses et trompeuses concernant toute augmentation de la force, de la puissance ou de la flexibilité. Ils ont aussi dû retirer technologie de performance de toute publicité et emballage. Power Balance a soutenu que cela ne concernait que la publicité en Australie, mais a dû reconnaître qu'aucune preuve scientifique n'appuyait leurs affirmations. Face aux poursuites, l'entreprise a fait faillite et a été rachetée par la société chinoise à qui elle devait pour la fabrication des bracelets. Numéro 9. L'industrie de la perte de poids vaut plus de 100 milliards de dollars et elle ne cesse de croître chaque année. L'industrie comprend des traitements et des thérapies authentiques pour aider les gens à perdre du poids et à devenir plus en forme physiquement, mais beaucoup de traitements ne font pas vraiment ce que les publicités prétendent. Au début des années 2000, l'un des produits les plus médiatisés à la télévision était Cortislim. Le produit était une pilule amaigrissante censée agir en réduisant le cortisol dans le corps. Le cortisol, principale hormone du stress, est depuis longtemps lié à la prise de poids. Le rôle du cortisol dans la prise de poids, ainsi que l'effet du stress sur le poids, reste débattu dans la littérature scientifique. Mais ce débat était totalement absent de toutes les publicités pour Cortislim. Cortislim a été développé par Sean Talbot, un professeur de nutrition à l'université de l'Utah. Selon Talbot, les comprimés pouvaient interférer avec les hormones du stress et stopper la prise de poids qu'elles provoquaient. L'entreprise a collaboré avec des agences de publicité qui sont allées plus loin. Ce comprimé stopperait la prise de poids due au cortisol et provoquerait aussi une perte de poids importante et durable. Selon les publicités, tout cela était soutenu par la science.
Les clients qui auraient pu être sceptiques face à une publicité faisant de telles affirmations étaient convaincus par la manière dont Cortislim présentait ses publicités. Les infopublicités prenaient la forme d'un talk-show, donnant l'impression que l'animateur indépendant interviewait les créateurs de la pilule amaigrissante sur cette avancée. Il y avait peu d'éléments dans la publicité elle-même pour suggérer qu'il s'agissait d'une promotion payante. Mais dès 2004, la vérité sur Cortislim commençait à être révélée. La FTC a intenté un procès pour fausse déclaration contre l'entreprise derrière le produit, car il n'y avait aucune base scientifique à leurs affirmations. Cortislim ne pouvait pas fournir de preuves, et toutes celles existantes m'a semblé contredire les affirmations de l'entreprise. Lors d'essais en double aveugle, les participants sous placebo ont perdu plus de poids que ceux prenant la pilule amaigrissante. Encore plus inquiétant que les mensonges sur la pilule Cortislim était un autre produit de l'entreprise, Cortistress. Avant qu'il ne soit retiré du marché, l'entreprise affirmait que Cortistress pouvait être pris pour réduire le risque d'ostéoporose, d'obésité, de diabète, de maladie d'Alzheimer, de cancer et de maladies cardiovasculaires. Des personnes cherchant à protéger leur santé future ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour ce produit, alors même qu'il n'existait aucune preuve de son efficacité. Après plus d'1 an, les créateurs de Cortislim ont accepté de régler l'affaire à l'amiable. Talbot a soutenu que les publicitaires avaient présenté son produit de manière trompeuse, mais il a tout de même accepté d'abandonner 1,12 million de dollars d'actifs qu'il avait acquis grâce à la vente des pilules. Une autre amende de 12 millions de dollars a été infligée aux responsables marketing de Cortislim et Cortistress. Mais beaucoup de gens craignent encore que cela ne suffise pas à empêcher les gens d'être dupés et d'acheter le produit. Il a été maintenu en rayon et présenté comme un outil aidant à la perte de poids avec une alimentation saine et du sport. Avec la confusion persistante concernant l'impact réel du cortisol sur le poids corporel, même un nom comme Cortislim pourrait suffire à certains pour faire une déduction sur le produit, même s'il n'y avait aucune publicité faisant de telles affirmations. Les diététiciens avaient déjà averti qu'on ne trouvait pas de solution amaigrissante dans des pilules, surtout celles prônant des méthodes rapides comme Cortislim. Numéro 8. Don Lapre a gagné le surnom de roi des infopublicités. Ces émissions de 30 minutes sont devenues parmi les infopublicités les plus regardées et il a encouragé beaucoup de gens à créer leur propre entreprise. Mais les combines de Lapre pour s'enrichir vite sont allées trop loin pour les autorités et il a été arrêté pour fraude. Lapre a commencé à faire de la télévision pour promouvoir l'entreprise de réparation de crédit fondée avec sa femme. Un procès et d'autres poursuites judiciaires ont entraîné la fermeture de l'entreprise et l'interdiction pour Lapre d'exercer dans le secteur des services de crédit. Mais il s'est rapidement remis sur pied et s'est tourné vers des entreprises qui aideraient les autres à créer leur propre société. Dans les années 90, Lapre a lancé l'émission téléachat The Money Making Show with Don Lapre. L'émission était un talk show où Don Lapre vendait ses derniers projets commerciaux et systèmes pour gagner de l'argent. Il est surtout connu pour avoir affirmé qu'il gagnait 50 000 $ par semaine en passant de minuscules petites annonces dans des journaux à travers tout le pays. Ce système fonctionnait car il suffisait de payer une petite somme pour publier ces annonces. La plupart des gens ne les verraient même pas, encore moins y répondraient. En plaçant autant d'annonces, ils attireraient assez d'attention pour soutenir une entreprise prospère. Lapre a présenté ce système et d'autres dans un pack avec un livret, des cassettes audio d'instructions et des conseils pour placer des annonces. Les packs ne lui coûtaient que quelques dollars à assembler, mais se vendaient près de 80 $. Les packs étaient légaux, mais les conseils fournis ne valaient généralement pas leur prix. Même s'ils semblent être des arnaques, les packs ont poussé certains à créer leur entreprise. La plupart n'y arriveraient pas seulement avec les conseils de Lapre. Avec la bonne motivation, on pouvait gagner une somme d'argent convenable avec ces systèmes. Lapre a eu des ennuis judiciaires quand ses moyens de gagner de l'argent ont commencé à porter sur un nouveau produit. Entre 2004 et 2007, Lapre a commencé à vendre un produit qu'il a surnommé la meilleure vitamine du monde. Il affirmait que cette vitamine pouvait aider contre de nombreuses maladies, notamment le diabète, les AVC, le cancer et l'arthrite. Mais en réalité, ce n'était qu'une vitamine ordinaire. Ces affirmations ont posé problème à la FDA, qui l'a averti plusieurs fois d'arrêter ses fausses déclarations. Mais la vitamine elle-même n'était pas le principal produit que Lapre vendait. Il proposait une affaire où les gens pouvaient acheter la vitamine pour ensuite la revendre eux-mêmes. Les clients pouvaient acheter un site pour vendre le produit. Ces sites n'étaient pas efficaces et étaient remplis de fenêtres pop-up et de bannières publicitaires. Les clients recevaient aussi des kits pour vendre le produit en personne. En essence, la meilleure vitamine du monde était un système pyramidal.
L'Apre a reçu de multiples plaintes concernant ce système et il a finalement été arrêté en 2007. Mais cela ne serait pas la fin de l'histoire. Même si les affirmations concernant la vitamine étaient complètement fictives, l'Apre avait réussi à tromper au moins 220 000 personnes pour qu'elles rejoignent le système pyramidal. En 2011, il a été inculpé de multiples chefs de fraude et de blanchiment d'argent promotionnel. Il a été arrêté, mais il a perdu la vie avant de pouvoir être jugé, laissant derrière lui un héritage mitigé. Numéro 7. Skechers a recruté des célébrités comme Kim Kardashian et Brooke Burke pour promouvoir ses chaussures, affirmant qu'elles offrent des avantages santé et forme unique, absents chez d'autres marques. Les publicités passaient souvent à la télévision, même lors du Super Bowl. Aujourd'hui, ces chaussures sont introuvables sur le site web de la société, en grande partie à cause d'une plainte de la FTC concernant l'authenticité de ces affirmations. Les shape-up de Skechers étaient conçus pour améliorer la forme physique et l'apparence de leurs utilisateurs. Le principal argument de vente était la semelle arrondie de la chaussure, qui était spécialement conçue pour être légèrement instable. La personne qui les portait devait marcher et se tenir différemment pour rester stable. Selon les publicités et le matériel promotionnel, ce petit détail permettait à la personne qui les portait de bénéficier des avantages d'une séance de sport, simplement en portant les chaussures à la maison ou pendant ses routines quotidiennes. Aucun exercice supplémentaire n'était nécessaire et les chaussures ne donnaient pas l'impression d'une séance de sport. Mais après peu de temps, il constaterait des bienfaits sur les muscles du bas du corps et une meilleure posture. Skechers a utilisé des célébrités pour vendre ses chaussures, qui ont eu un grand succès en 2009, 2010, mais ce n'était pas leur seule façon de vendre ses chaussures pour se remettre vite en forme. Une publicité mettait en avant un chiropracteur qui affirmait avoir mené une étude indépendante avec ses chaussures. Cette étude aurait confirmé toutes les affirmations de Skechers, augmentant ainsi l'attrait de ses chaussures. Les publicités omettaient que ce chiropracteur était en fait marié à une membre de l'équipe marketing de Skechers. Elle ne précisait pas qu'il était payé pour cette recommandation, ni que les résultats avaient été choisis pour soutenir les affirmations. Il n'y avait rien d'indépendant dans cette étude, et rien ne prouvait que les shape-up étaient meilleurs pour l'utilisateur que n'importe quelle autre chaussure. La FTC a ouvert une enquête contre Skechers, et finalement, la société de chaussures a accepté de payer 40 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable. Toute personne ayant acheté des shape-ups ou d'autres chaussures de tonification pouvait obtenir un remboursement, mais Skechers n'a reconnu aucune faute. Ils n'ont plus le droit de prétendre, dans leur publicité, que leurs chaussures amélioraient la forme ou la santé, mais n'ont pas eu à reconnaître que ces propos étaient faux. Ce n'était cependant pas la seule action en justice contre Skechers au sujet des chaussures shape-up. L'argument clé de cette chaussure était sa semelle arrondie, censée la rendre instable et modifier la démarche du porteur. Cependant, cette instabilité la rendait moins sûre que les chaussures traditionnelles. Plus de 400 personnes ont porté plainte contre Skechers, affirmant qu'elles étaient tombées en portant la chaussure. Certaines ont eu des lésions ligamentaires ou osseuses et beaucoup ont dû recevoir des soins médicaux. Skechers a fait l'objet de poursuites pour aider ceux ayant souffert en portant la chaussure. La société a réglé la plupart des cas à l'amiable, mais certaines poursuites trop tardives ont été rejetées par le tribunal. Numéro 6. Au plus fort de la crise financière, le gourou de l'immobilier et avocat John Beck a fait la publicité d'un produit censé aider les gens à s'enrichir rapidement. Malheureusement, il n'y avait rien de rapide ou de facile dans le produit vendu par Beck, et il a été condamné à rembourser des millions. John Beck, Amazing Profits, était une entreprise qui a commencé à vendre des programmes de coaching et des kits vers 2008. Les produits annoncés comprenaient John Beck's Free and Clear Real Estate System, Jeff Paul's Shortcuts to Internet Millions, and John Alexander's Real Estate Riches. À une époque où de nombreux Américains faisaient face à des difficultés financières, l'idée de tout changer et d'en profiter attirait beaucoup de téléspectateurs. Le John Beck's Free and Clear Real Estate System était un ensemble de DVD, de CD et de manuels écrits qui étaient censés aider les clients à s'enrichir rapidement grâce à l'immobilier. Une méthode proposée était d'acheter des biens immobiliers lors des ventes aux enchères pour impôts impayés organisés par l'État. Le client pouvait les revendre ou louer rapidement, gagnant ainsi beaucoup d'argent. Beck promettait un énorme retour sur investissement, et ses publicités insistaient sur la rapidité et la facilité du système sans entrer dans trop de détails. Toute personne souhaitant quelque chose de plus personnalisé pouvait acheter un service de coaching, dont le prix variait de 195 à 14 995 $. Bien que cela puisse sembler cher,
Les infopublicités affirmaient que les clients récupéreraient leur argent en un rien de temps. Donc, cela valait le prix. L'achat du produit mettait le client en contact avec des coachs spécialement formés par Beck. Les coachs faisaient du démarchage téléphonique et donnèrent des conseils sur les biens qui allaient être mis aux enchères. Les clients ont dépensé 92 millions de dollars pour acheter le système John Beck et encore 175 millions pour les services de coaching. Mais la plupart ont constaté que les conseils étaient complètement inutiles. Les clients étaient conseillés sur des propriétés bientôt aux enchères, mais loin des reventes rapides promises par Josh Beck dans ses infopublicités. Il s'agissait de terrains souvent sans aucun bâtiment, ni même eau courante. Pour aggraver les choses, de nombreuses personnes ayant fourni leurs coordonnées à l'entreprise ont commencé à recevoir des appels téléphoniques à toute heure du jour et de la nuit, essayant de leur vendre encore plus de produits et de programmes de coaching. Même après avoir été prié de ne plus les contacter, l'entreprise continuait simplement à appeler. Ce qui est contraire à la loi. En 2009, la FTC a intenté une action contre Beck et les autres hommes qui faisaient partie du groupe John Beck Amazing Profits. Des clients avaient enregistré et diffusé des appels au tribunal. Les tactiques de vente agressive, ainsi que le fait que la plupart des clients perdaient de l'argent au lieu d'en gagner, ont conduit à de lourdes amendes contre Beck et les autres défendeurs. Bien que Beck n'ait pas été seul impliqué, associer son nom au produit lui donnait une certaine légitimité. Il avait mené campagne contre les escrocs pendant des années. En recherchant son nom en ligne, d'autres sources fiables le recommandaient pour ses conseils et son expérience en immobilier et droit. La tromperie venait d'une personne autrefois jugée digne de confiance. Le verdict contre Josh Beck, Amazing Profits, est tombé en 2012, mais ce n'est qu'en 2025 que la FTC a commencé à envoyer des paiements aux personnes qui avaient payé pour les programmes de gain d'argent et de coaching, tandis qu'entre-temps, Beck lui-même a pratiquement disparu. Il a été vu pour la dernière fois le 9 février 2016 à Oakland, en Californie, et on ignore où il se trouve aujourd'hui. Numéro 5. Pour beaucoup de personnes dans l'industrie, le procès intenté contre CarShield en 2024 n'a surpris personne. C'était aussi le cas de nombreux clients qui se plaignaient de l'entreprise depuis des années. CarShield propose des contrats de service pour véhicules. Fondée en 2005, elle s'est fait connaître par des publicités télévisées agressives et des méthodes de télémarketing. D'après les publicités, cela semblait être l'entreprise idéale pour toute personne inquiète de ce qui pourrait arriver si sa voiture tombait en panne. CarShield offrait la tranquillité d'esprit pour une faible cotisation mensuelle. En cas d'accident ou de problème mécanique, le client pouvait faire réparer sa voiture chez n'importe quel mécanicien du pays, ne payant qu'une petite franchise. CarShield promettait de couvrir les frais restants et de fournir une voiture de location pendant la réparation du véhicule. Il se disait supérieur aux garanties prolongées des concessionnaires grâce au choix et à la flexibilité qu'ils offraient. La couverture semblait étendue, suggérant que les clients n'auraient plus à craindre les frais de réparation. Vu le nombre d'Américains dépendants de leur voiture, il n'est pas étonnant que des entreprises comme CarShield aient une large clientèle. L'un des principaux atouts de CarShield était les recommandations de ses clients. De nombreuses publicités montraient des personnes affirmant être de véritables clients de CarShield. Ils évoquaient leurs expériences positives et l'argent économisé grâce au service. Parmi ces témoignages clients figuraient des célébrités comme Ice-T, aidant la marque à marquer les esprits. Mais si un client potentiel cherchait le service en ligne, il aurait une impression très différente. Bien que certaines expériences clients soient positives, la plupart des avis en ligne étaient négatifs. Ce n'est qu'après avoir eu besoin de réparation que la plupart des clients découvraient que leur couverture ne fournissait pas tout ce que les publicités laissaient entendre. Beaucoup devaient payer des milliers de dollars, attendre longtemps et n'avaient pas de voiture de location. Beaucoup se plaignaient que de nombreux mécaniciens refusaient CarShield. Les clients étaient donc très limités dans leur choix de prestataire. Cette mauvaise expérience a amené beaucoup à se demander en ligne si CarShield était une arnaque. En 2024, la FTC a déposé une plainte contre CarShield et American Auto Shield, la société qui gère les contrats de CarShield. Ils ont affirmé que les publicitaires et télévendeurs de CarShield étaient trompeurs, promettant une couverture inexistante. En examinant les petits caractères de divers contrats, il n'y en avait aucun qui offrait le type de couverture étendue que les clients attendaient d'après les publicités. Tous les forfaits comportaient une sorte d'exception qui entraînait des frais imprévus pour les clients.
car Shield et American Auto Shield ont accepté de payer environ 10 millions de dollars pour régler la plainte. La plupart de l'argent est restitué aux clients pensant avoir acheté la tranquillité en s'inscrivant chez l'entreprise. Les entreprises n'avaient plus le droit d'utiliser des tactiques de marketing trompeuses et devaient clarifier la couverture à l'avenir. Malheureusement, CarShield n'est pas le seul service de ce genre à avoir fait l'objet d'un examen attentif pour son marketing trompeur. D'autres sociétés comme Endurance, grand concurrent de CarShield, ont aussi fait l'objet de recours collectifs pour avoir refusé des demandes de réparation. Numéro 4. BlendJet a promu son produit comme un moyen de rendre un mode de vie amusant et sain plus facile, mais ce même produit a conduit de nombreuses personnes à devoir consulter un médecin et beaucoup d'autres à attendre des remplacements qui ne sont jamais arrivés. BlendJet a été fondée en 2017 et l'année suivante, elle a lancé le produit qui l'a rendu célèbre, un mixeur portable. Le mixeur était plus petit qu'un mixeur traditionnel, mais il était présenté comme un appareil que l'on pouvait emporter partout et utiliser n'importe où. Il fonctionnait avec des batteries rechargeables, ce qui signifiait qu'il n'avait pas besoin d'être branché à une source d'alimentation pour mixer. Et il était suffisamment petit pour être rangé dans un sac ou dans un porte-gobelet de voiture. En 2020, l'entreprise a lancé le BlendJet 2, présenté comme une amélioration du modèle précédent. Selon le site de l'entreprise, il utilisait des lames spéciales décalées de la base pour créer un tourbillon, rendant le mixage plus efficace. Il affirmait que les ingrédients pouvaient être projetés à l'arrière du récipient 275 fois par seconde et qu'il était 5 fois plus puissant que le BlendJet original. Les démonstrations montraient la rapidité des lames en acier inoxydable pour transformer les ingrédients en pâte lisse. Mais il est essentiel de vérifier la sécurité d'un article lors de l'achat. Vu la puissance destructrice des lames de ce blender, c'était d'autant plus important ici. BlendJet a mis en avant un mode de verrouillage censé empêcher un mixage accidentel. On pouvait donc le transporter dans un sac ou boire à la bouteille sans risque. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps avant que les clients découvrent que ce n'était pas aussi sûr que BlendJet le prétendait. Un des principaux problèmes pour les clients était que les lames se détachaient ou se mettaient à mixer alors qu'elles devaient être éteintes. Certains clients ont subi des coupures et des lacérations nécessitant des soins médicaux, en particulier aux bras et aux mains. Et pour aggraver les choses, il y a eu plusieurs signalements de la base de l'appareil prenant feu, causant des dommages au blender et aux objets autour. Les autorités ont reçu des centaines de signalements concernant des blenders défectueux. Et en décembre 2023, BlendJet a dû agir. L'entreprise a publié un avis de rappel mettant en avant les produits qui avaient été vendus entre octobre 2020 et novembre 2023. Même si le produit ne montrait aucun signe de danger, les clients étaient priés de cesser de l'utiliser car le risque était trop élevé. Pour un remplacement, les clients devaient découper le joint torique du blender et envoyer une photo prouvant que leur appareil était concerné par le rappel. Ils ont ensuite été informés qu'ils auraient une nouvelle base pour continuer à utiliser le produit. Au moins une personne a reçu une nouvelle base puis a été blessée à cause du dysfonctionnement des lames du blender. Le produit n'était toujours pas sûr. D'innombrables clients n'ont jamais reçu de remplacement. Des avocats spécialisés en préjudice corporel rassemblaient des clients pour poursuivre l'entreprise quand une nouvelle mise à jour est parue. À l'été 2025, après avoir attendu 1 an pour un remplacement, un client a contacté un média local pour obtenir de l'aide. Le média a tenté de percer le mystère pour découvrir que BlendJet avait apparemment cessé ses activités. Selon la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation, BlendJet n'était plus en activité depuis mai 2025. Cela signifiait que le dispositif de remplacement prévu par le rappel n'était plus en vigueur et la seule option qu'il restait aux clients était tout simplement de jeter leur blender. Pour compliquer encore les choses, le site web de BlendJet est toujours opérationnel aujourd'hui et les réseaux sociaux de l'entreprise continuent de promouvoir de nouveaux produits même après l'arrêt de ses activités. Numéro 3. Il semble que la majorité des grands procès sur les produits de téléachat viennent de consommateurs mécontents de leur achat. Beaucoup de procès et affaires juridiques ne concernent pas les consommateurs. Au lieu de cela, ils opposent différentes entreprises ayant des produits similaires, qui se disputent pour savoir si leur idée de produit a été volée. La société Telebrand s'est retrouvée au centre de bon nombre de ces controverses. Telebrand a été la première entreprise à se faire de la publicité avec le logo vu à la TV. Elle fait la promotion de produits allant des lunettes de soleil Ambrosia au Pocket Hose. Aujourd'hui, l'entreprise porte le nom de Bulbed, mais c'est toujours la même organisation qui existait dans les années 80
À la fin des années 2010, Telebrand a commencé à promouvoir une série de produits conçus pour remplir rapidement plusieurs ballons d'eau en même temps. Le jouet Battle Balloons était le plus célèbre, mais d'autres modèles visaient différents publics. La conception était simple, une série de tubes reliés à des ballons d'eau, tous connectés à une ouverture fixée à un tuyau d'arrosage. Cela permettait de remplir rapidement les ballons d'eau qui étaient aussi auto-obturants. Conçu pour fabriquer 100 ballons d'eau en une minute, il facilite les batailles d'eau pour les grandes familles. Alors que Battle Balloons et des produits similaires étaient en rayon partout aux États-Unis, une autre entreprise essayait de vendre le même produit. Des années plus tôt, Josh Malone a eu l'idée de se jouer après avoir passé des heures à fabriquer des ballons d'eau pour ses 8 enfants. Il cherchait un outil plus rapide, mais il n'en existait pas sur le marché. Il a conçu le Bunch of Balloons, un jouet qui ressemblait étrangement au Battle Balloon de Telebrand. Malone a promu le jouet sur Kickstarter et obtenu un financement. Au sein de l'entreprise Zero in Tennis Enterprises, Malone a commencé à fabriquer son produit pour découvrir que l'offre de Telebrand était déjà en rayon dans les magasins. Selon Malone, quelqu'un chez Telebrand surveillait sa campagne Kickstarter. Un représentant de l'entreprise a été l'un de ses premiers clients et ils ont utilisé son design pour créer leur propre jouet. Cela s'est produit alors que Malone détenait le brevet de cette idée. En 2017, le directeur général de Telebrand, Ajay Kubani, a déclaré qu'il n'y avait aucun brevet applicable, ni aucune demande de brevet publiée lorsque l'entreprise a lancé son premier jouet à ballon à eau. Ils ont déclaré n'avoir aucune raison de penser qu'ils ne pouvaient pas créer Battle Balloons ou des produits similaires. Malone et les entreprises avec lesquelles il travaillait n'étaient pas d'accord avec cette affirmation. Au cours d'un processus qui a duré 4 ans, ils ont soutenu que non seulement Telebrand avait enfreint leur brevet, mais que l'entreprise l'avait fait en toute connaissance de cause. Telebrand a d'abord tenté d'adapter son design pour éviter que le brevet ne s'applique, mais il restait clairement le même produit basé sur les principes du jouet Bunch of Balloons. Au final, un jury a conclu que Telebrand avait sciemment enfreint le brevet et a accordé d'importants dommages-intérêts à Malone ainsi qu'à Zero in Tennis Enterprise. Un juge a décidé d'aller encore plus loin. Telebrand avait fait obstruction tout au long de la procédure et le juge a doublé le montant que l'entreprise devrait payer. À la fin de cette épreuve, Malone a reçu environ 31 millions de dollars, dont une partie devait être payée par les magasins qui avaient vendu les jouets contrefaits. Jouets. Numéro 2. En 2008, des publicités télévisées ont promu une technique japonaise traditionnelle censée offrir des bienfaits exceptionnels pour la santé. Les patchs pour pieds Kanoki jouaient sur la peur des substances nocives présentes dans l'eau et l'air, incitant les consommateurs à acheter leurs produits pour se protéger d'une multitude de maladies. La campagne publicitaire trompeuse leur a rapporté des millions de dollars, mais elle a également conduit à une enquête de la FTC qui leur a tout retiré. Kanoki a lancé de nombreuses campagnes publicitaires, TV et en ligne, pour promouvoir leurs produits. Une publicité demandait aux spectateurs s'ils s'empoisonnaient avec des toxines inévitables provenant de la nourriture, de l'eau et de l'air. La peur grandissait à mesure que les gens prenaient conscience du nombre croissant de produits chimiques nocifs introduits dans l'environnement par la pollution. Pour se débarrasser des toxines et soulager une longue liste de symptômes, les publicités vantaient un ancien secret japonais pour une santé parfaite. Le produit était un coussinet adhésif à placer sous le pied la nuit. Les publicités affirmaient qu'il éliminait les substances toxiques par les pieds pendant le sommeil, laissant l'utilisateur plus sain et frais au réveil. Ces toxines comprenaient des métaux lourds, des déchets métaboliques, de la cellulite et même des parasites. Les publicités montraient un patch pour les pieds Kanoki usagés recouvert d'une boue brune, censé être le résultat de l'extraction de toutes les toxines nocives du corps d'une personne. Mais ce n'était pas la seule preuve avancée pour confirmer l'efficacité des patchs pour les pieds. Les publicités montraient aussi des graphiques censés représenter les résultats de tests en laboratoire sur les utilisateurs. Les graphiques montraient une baisse marquée du plomb, du mercure et de l'amiante. Il n'est pas surprenant que beaucoup de gens se soient inquiétés pour leur santé et de ce qu'ils mettaient dans leur corps, et qu'ils aient été attirés par les publicités. Même ceux qui admettaient ne pas comprendre comment fonctionnaient les patchs pour les pieds pouvaient pourtant se laisser convaincre par les preuves qu'ils fonctionnaient. Le produit n'était pas attrayant uniquement pour ses propriétés détoxifiantes. Il se présentait comme un traitement pour l'hypertension, la dépression et d'autres problèmes médicaux. Quelqu'un souffrant réellement de ces affections pourrait être prêt à tout essayer pour s'en débarrasser. Mais malheureusement, toutes les preuves présentées dans les publicités étaient complètement inventées. Il n'y avait aucune preuve réelle derrière les affirmations que Kanoki avançait.
Des expériences ont prouvé qu'une réaction chimique avec la sueur humaine faisait noircir ou brunir les patchs pour les pieds. Même l'eau du robinet ou la vapeur causait la même réaction, prouvant que le changement de couleur n'était pas lié à une substance nocive extraite du corps. Les résultats de laboratoire affichés étaient aussi faux, et aucune étude scientifique réelle ne soutenait les affirmations des publicités. En 2009, la FTC a lancé une action contre les vendeurs des patchs pour les pieds Kanoki. Ils ont été accusés de publicité mensongère et, après une longue procédure judiciaire, les fabricants des patchs pour les pieds ont reçu l'ordre de cesser de vendre tout appareil prétendant traiter une maladie, apporter des bienfaits pour la santé ou étant commercialisé de cette manière. Ils ont également été condamnés à payer 14,5 millions de dollars. Une action collective a suivi, permettant aux clients d'être remboursés pour des produits qui ne fonctionnaient pas. Numéro 1. Au début des années 2000, on proposait aux personnes souffrant de douleurs chroniques un bracelet en métal censé utiliser des technologies anciennes et modernes pour les soulager. Les infopublicités diffusées tard le soir ont rendu le bracelet QORé l'un des dispositifs antidouleurs les plus connus, rapportant des millions à l'entreprise. Des études ont montré qu'il n'est pas plus efficace qu'un placebo. QT, l'entreprise derrière le QORé, a été fondée par Andrew Park dans le milieu des années 1990. Park a déclaré avoir découvert un bracelet antidouleur à Barcelone en 1994 qui a immédiatement soulagé son mal de dos. En quelques années, il vendait ces bracelets censés soulager la douleur partout dans le corps. Selon le marketing de QORé, le métal avait subi un traitement d'ionisation, ce qui lui donnait le pouvoir de soulager la douleur. Il utilisait les mêmes flux et canaux d'énergie que la médecine traditionnelle chinoise, telle que l'acupuncture. Le QORé était conçu pour être porté sur les mêmes points du poignet que ceux ciblés par l'acupuncture, ce qui permettait alors au métal ionisé d'optimiser l'énergie positive naturelle du corps. Comme de nombreux produits de santé vus à la télévision et révélés comme des arnaques, le QORé paraissait scientifique. Dans une infopublicité, ils ont fait venir un chiropracteur et chercheur de l'Université des sciences de la santé, un titre qui semblait donner une certaine légitimité à son opinion. L'Université nationale des sciences de la santé est une école privée qui propose des diplômes en médecine naturopathique et en acupuncture. Le chiropracteur a utilisé un appareil d'imagerie thermographique infrarouge pour examiner une personne avec un bracelet QORé. L'imagerie a révélé que le corps était chaud et douloureux avant le port du bracelet. Quand le patient portait le bracelet, le corps se refroidissait et la douleur baissait. Des études approfondies ont montré que le CRE n'apportait aucun soulagement de la douleur. Une étude de la Mayo Clinic a montré que les personnes souffrant de douleur ressentaient un certain soulagement en portant le bracelet, mais ce soulagement n'était pas supérieur à celui ressenti en portant un dispositif placebo. Les chercheurs ont été choqués par l'ampleur du soulagement de la douleur provoquée par un placebo, mais ils n'ont pas été surpris qu'il n'y ait rien dans le dispositif QORé lui-même qui aide à soulager la douleur. Même le chiropracteur de l'infopublicité ne pensait pas que le QORé ait causé le soulagement de la douleur observée, si ce n'est parce que le patient croyait que cela faisait effet. La FTC a lancé une action contre QT. Au tribunal, le créateur de l'appareil a admis que la seule raison pour laquelle il utilisait le terme ionisant était que Polaroid l'empêchait d'utiliser le terme polarisant. La science derrière son appareil miracle était totalement fictive. Malgré cela, ses avocats ont affirmé que les preuves montraient un réel soulagement de la douleur. Ils ont reconnu que le soulagement de la douleur venait de l'effet placebo, qui dépend du fait que les gens y croient peut-être. S'ils y croyaient, c'était à cause de la publicité trompeuse, ce qui signifiait que le simple fait de porter le CRE leur procurait ce soulagement. C'était un argument que les juges n'ont pas accepté. La publicité trompeuse n'est pas légale, même si elle profite aux clients. Dans sa décision finale, le juge président a écrit « Les défendeurs auraient su dire ». Des créatures bienveillantes de la 17e dimension utilisaient ce bracelet pour repérer et emmener chaque nuit les personnes souffrantes dans leur monde, pour leur rendre la santé d'une manière inconnue de la science. QT a tenté de faire appel à plusieurs reprises, mais a finalement été contraint de rembourser environ 22,5 millions de bénéfices et 4,27 millions en remboursement. Le produit a continué à être vendu, mais l'entreprise affirmait désormais que la guérison reposait sur l'autonomisation plutôt que sur des bases scientifiques. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.